la question de la comparaison entre les luttes antiracistes européennes et latino-américaines. Bon, je n'ai jamais essayé de faire une comparaison là, entre les luttes antiracistes en Amérique du Sud, ou, par exemple en Amérique du Sud et en Europe. D'abord parce que jusqu'aux années de 1960, 70 et 80, à ma connaissance, des luttes vraiment, des luttes antiracistes dans les pays de l'Amérique du Sud, ce qu'on peut appeler des mouvements antiracistes, moi je n'ai pas connu. Hein. Et dans tous les pays d'Amérique du Sud, on se faisait un plaisir à considérer qu'il n'y avait pas même de racisme. Il n'y avait même pas de racisme, voulait chacun penser. Le seul pays où nous étions tous d'accord pour dire qu'il y avait le racisme, c'était aux États-Unis. Et probablement un peu aussi au Brésil. Même si au Brésil, on parlait de démocratie raciale et les mouvements antiracistes au Brésil n'étaient pas particulièrement massifs. Il y avait des voix comme celle d'Abdias do Nascimento, dont vous aurez probablement lu le livre, puisque vous lisez en portugais, O Genocidio de Negro Brasileiro. Bon. Mais c'était des voix quasiment isolées. Dans les années de 1960, 50, 60, 70, c'était des voix quasiment isolées. En Colombie, il y avait par exemple Manuel Zapata Oliveira, un homme qui a consacré toute sa vie à la recherche de l'ancêtre africain, de la formation triethnique, disait-il, de la société colombienne, parce qu'il disait qu'il fallait tenir compte que nous avions un ancêtre espagnol aussi, un ancêtre portugais et un ancêtre, un ancêtre espagnol, un ancêtre indien et un ancêtre africain. D'ailleurs, il y avait, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce clivage qu'il y avait entre Manuel Zapata Oliveira et Abdias do Nascimento, que lors d'un colloque sur les cultures noires en 1977, lorsque Manuel Zapata a parlé, Manuel Zapata, qui moi j'ai beaucoup aimé cet homme, hein, mais il a parlé de la société triethnique et Abdias do Nascimento a dit, moi j'ai remis 1000 fois l'ancêtre portugais qui a assassiné mon grand-père et a violé ma mère. Donc vous voyez là la distance qu'il y avait entre les discours de Manuel Zapata Oliveira, revendiquant de manière à peu près pareille l'ancêtre espagnol, l'ancêtre esclavagiste, l'ancêtre africain et l'ancêtre indigène, et Abdias do Nascimento qui a dit, j'ai renié 1000 fois contre l'ancêtre portugais qui a violé ma mère et assassiné mon grand-père. Bon. Mais voyez-vous, ça c'est une conscience particulièrement aiguë qu'avait Abdias do Nascimento et qui l'a permis d'écrire ce livre formidable qui est O Genocidio de Negro Brasileiro. Mais cette chose mise à part, les mouvements antiracistes en Amérique du Sud étaient probablement de façon embryonnaire, parce que certainement il y avait par-ci par-là sûrement. Moi j'ai rencontré en 1976, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie, qui dirigeait un petit groupe de Noirs où je me suis mis et où j'ai découvert justement Sincère et tout ça. Mais c'était pas vraiment quelque chose de massif. Et pour cause, parce que à cette époque, dans les années de 1960 à 1970, là-bas en Amérique du Sud en général et en Colombie en particulier, les mouvements révolutionnaires étaient
plutôt, comment je peux vous dire, orienté vers la lutte contre les monopoles de la terre, la concentration de la terre dans les mains de quelques grands propriétaires terriens. Donc, c'était la paysannerie. Même si on disait, c'était avec l'idéologie du prolétariat, mais c'était les paysans, femmes, hommes, paysans, qui s'étaient constitués dans un mouvement, là oui, de masse, un mouvement massif, qui nous avions même pensé que la révolution allait devenir victorieuse en Amérique du Sud et que cela commencerait par la Colombie parce que c'était, pensait-on, là où le mouvement paysan était le plus développé et avait avancé le plus. Donc, les mouvements de gauche, les organisations de gauche étaient orientées à la lutte, soi-disant, bon, pour la victoire de l'idéologie du prolétariat et surtout la lutte pour la terre, que la terre devait être pour ceux qui la travaillaient. Et dans ces combats contre la domination économique, contre l'exploitation économique, on n'acceptait pas du tout l'existence d'un autre combat, d'une autre revendication qui serait moins générale, c'est-à-dire la revendication des Noirs, descendants d'Africains qui avaient été déportés là-bas en Amérique, qui avaient été mis en esclavage et qui étaient maintenus dans la misère. Ben non, les mouvements de gauche qui étaient ceux qui dirigeaient la lutte et qui payaient les prix, parce qu'il faut voir comment les leaders de gauche étaient persécutés à l'époque, comment ils ont été assassinés dans tous les pays, et particulièrement en Colombie, où ils étaient soit jetés en prison, soit assassinés. Bref, ils avaient une certaine légitimité qu'ils avaient gagnée dans le terrain. Mais ces dirigeants de gauche, qui étaient des gens honnêtes, qui étaient des gens convaincus qu'il fallait faire changer cette situation, ils ne voulaient pas entendre parler de lutte contre le racisme, de culture noire, de particularités aux singularités, des revendications des descendants d'Africains. Ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Et d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'afro-descendants non plus intéressés à tenir ce discours, parce que là-bas, on n'aimait pas beaucoup de se sentir noir. D'abord, presque personne ne se sentait noir. Il fallait être noir, mais vraiment sans le moindre petit matiz, nuance, sans la moindre petite nuance pour se résigner à admettre que bon, je ne suis ni blanc, ni indien, je suis noir, mais cela ne veut pas dire pour autant que je sois afrodescendant, parce que de l'Afrique, on ne voulait pas savoir grand chose, parce que qu'est-ce qu'on savait de l'Afrique? On ne savait rien, sauf que c'était là qu'il y avait les esclaves qu'on avait ramenés là en Amérique. Donc, moi, quand j'avais 14 ans, je ne sais jamais, il m'était venu à l'esprit qu'il n'y avait rien à voir avec les gens qui étaient ramenés d'Afrique, avec les esclaves, on ne disait même pas les gens, avec les esclaves ramenés d'Afrique. Donc, voyez-vous, ce n'était pas possible, je crois, dans les années de 1960 ou 70, l'existence d'un mouvement antiraciste là-bas, dans les pays de l'Amérique du Sud. Parce que d'abord, il aurait fallu, comme c'est le cas maintenant, que ça commence à se faire, que des Noirs, de plus en plus nombreux, non seulement ils acceptent qu'ils sont noirs, mais que d'une manière ou d'une autre, ils commencent à accepter qu'ils sont descendants d'Africains et qu'ils sont des afrodescendants. Parce qu'attention, ce n'est pas parce qu'on accepte qu'on est noir qu'on accepte d'être afrodescendant. Parce que quand on découvre qu'on est noir et qu'on accepte qu'on est noir, on peut avoir beaucoup de rancune, beaucoup de ressentiment contre cette Afrique qui nous a vendu ses enfants. Les a vendus. A été une mère non seulement incapable de défendre ses enfants, mais les a vendus. Alors, avec cette information, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure concernant l'aliénation et surtout
l'histoire que nous apprenons, hein, et le rôle du pouvoir blanc, hein, dans notre cas, dans la production de cette histoire. Donc, avec ces informations, on ne pouvait pas se pavoiser, hein, d'être descendant d'Africains. Bon, ce n'est pas complète pour la question de comparer, quelle comparaison je ferai entre l'antiracisme là-bas en Amérique du Sud et le racisme en Europe, mais cela vous donne quand même une idée de la question. Depuis la conférence de Durban, beaucoup de choses ont changé là-bas, dans les pays d'Amérique du Sud, et de plus en plus de Noirs, ou peut-être pas de plus en plus de Noirs, mais il y a des Noirs qui de plus en plus cherchent à s'organiser, et surtout se revendiquent comme un groupe avec lequel on a une dette, hein, et exige les réparations. Donc la notion de réparation, à partir de la conférence de Durban, elle est rentrée davantage. Vous me direz, oui, mais si la réparation a été posée là-bas à Durban, c'est parce que ça existait déjà. Oui, ça existait cette notion. Elle venait déjà. On travaillait déjà sur cette notion. Mais c'est la conférence de Durban qui l'a fait vraiment rentrer, et même dans certaines universités là-bas, dans les pays de l'Amérique du Sud.